Il est rentré de Londres avec une petite valise usée, en faisant semblant d'avoir tout perdu pour tester sa femme. Elle est tombée dans le piège et lui a demandé le divorce. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était le propriétaire de l'entreprise où elle travaillait. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de simple. D'où est-ce que vous me regardez ce soir? Abidjan, Dakar, Paris, Montréal, Douala, Bruxelles, Bamako, Lomé, Libreville? Dites-moi ça dans les commentaires, je lis chaque message, vraiment. Jules avait grandi dans un quartier populaire d'Abidjan, le genre de quartier où les rues sentent le bois brûlé le matin et les beignets frits le soir. Le genre de quartier où les enfants grandissent vite parce que la vie n'attend pas, et où chaque adulte que tu croises a une histoire de lutte derrière les yeux. Son père était gardien dans une société de transport. Sa mère vendait du riz au bord de la route depuis des années, debout sous un parasol tout abîmé, avec le même sourire depuis des décennies, comme si la dignité ne coûtait rien. Jules avait grandi en regardant ces deux personnes-là. Il avait grandi en comprenant, sans qu'on lui explique, que la vie ne vous doit rien et que le confort se mérite. Il avait étudié avec acharnement. Les nuits où le courant coupait, il lisait à la bougie jusqu'à ce que la cire fonde complètement. Les matins où le ventre criait, il allait quand même à l'école parce que son père lui avait dit une seule fois, qu'une tête bien faite vaut plus que n'importe quel héritage. Jules n'avait jamais oublié cette phrase-là. Elle était devenue quelque chose de fondateur en lui. Il avait décroché son diplôme d'ingénieur financier après des années de travail acharné. Puis il avait passé plusieurs années à se faire un nom dans quelques entreprises locales avant que l'opportunité de Londres ne se présente. Une entreprise spécialisée dans les investissements sur les marchés africains cherchait quelqu'un avec son profil. Jules avait 32 ans. Il parlait 5 langues, pensait vite et avait cette intelligence tranquille et redoutable des gens qui ont appris à faire beaucoup avec peu. Il dit oui sans hésiter. Ce que peu de gens savaient, c'est que Jules n'était pas parti comme simple employé. Il était parti avec une participation, une part dans l'entreprise qu'il avait négociée dès le début, parce qu'il savait ce que valait son apport. Son ambition n'était pas bruyante, elle était discrète et précise, comme tout le reste chez lui. Inès, il l'avait rencontrée 2 ans avant son départ pour Londres, lors d'une fête dans le quartier. Elle portait une robe couleur indigo, et elle riait en rejetant la tête légèrement en arrière, un rire ouvert et lumineux qui avait traversé la cour bondée pour atterrir directement dans la poitrine de Jules. Elle était belle d'une façon directe et franche, pas la beauté arrangée qu'on construit avec des heures devant un miroir, mais la beauté de quelqu'un qui ne sait pas vraiment à quel point il est beau. Jules était allé lui parler. Inès l'avait regardé avec ses yeux vifs qu'elle avait, et en 2 heures de conversation, il avait su. Il avait su que c'était elle. Ils s'étaient fréquentés 2 ans, puis Jules avait demandé sa main. Inès venait d'une famille modeste qui ne voyait pas les choses en grand, mais qui avait de l'amour en quantité. La cérémonie avait été simple, colorée, vivante, avec des tam-tams jusque tard dans la nuit et des femmes qui dansaient en portant des assiettes de nourriture sur la tête. Jules avait regardé Inès ce soir-là avec une tendresse qui faisait mal, tellement elle était vraie. Quelques mois après le mariage, Jules était parti pour Londres. Inès l'avait accompagné à l'aéroport. Elle avait pleuré au moment des adieux, ces larmes courageuses qu'on verse quand on sait que c'est dur, mais nécessaire. Jules lui avait dit qu'il construisait quelque chose pour eux deux, qu'elle n'aurait jamais à manquer de rien, qu'il reviendrait. Il tint sa promesse sans une seule exception. Chaque mois, sans retard, sans oubli, sans excuse, il envoyait de l'argent. Pour le loyer de la belle maison qu'il avait choisie dans un quartier propre, pour les dépenses du foyer, pour les études d'Inès qui avait toujours voulu un diplôme en gestion, pour les petites choses du quotidien, les habits, les sorties, les imprévus. Jules gérait tout depuis Londres, à des milliers de kilomètres, avec une discipline et une régularité que beaucoup d'hommes présents physiquement n'arrivent pas à avoir. Il appelait aussi, presque tous les jours au début, puis 3 ou 4 fois par semaine. Il racontait sa journée, demandait des nouvelles, voulait tout savoir. Comment allait la maison? Comment avançaient les cours d'Inès? Si elle avait bien mangé, bien dormi? Il posait ces questions-là avec le soin attentif de quelqu'un qui s'intéresse vraiment. Les premières années furent belles.
Inès répondait avec enthousiasme, lui racontait ses journées, lui envoyait des photos de la maison, de ses amis, des repas qu'elle préparait. Il y avait quelque chose de vivant dans leurs échanges, quelque chose qui donnait l'impression que la distance n'était qu'un détail. Léa était arrivée dans la maison 2 ans après que Jules fut parti. C'était une jeune femme originaire d'un village de l'intérieur, recommandée par une voisine. Elle avait la vingtaine, un visage tranquille, des mains habiles, et cette qualité rare chez les gens jeunes qui consiste à ne jamais chercher à briller. Elle faisait son travail avec une minutie presque affectueuse. Elle s'occupait de la maison, des fleurs dans la cour, du linge, des repas. Elle était discrète sans être invisible. Elle avait sa chambre au fond de la maison et elle gardait ses pensées pour elle. Elle connaissait Jules par les photos encadrées dans le salon. Une grande photo du mariage trônait sur le mur principal. Jules y était photographié de profil, avec ce regard posé qu'il avait, et Léa avait souvent pensé en passant devant cette photo que cet homme-là avait quelque chose de solide dans les yeux, quelque chose de rare. Inès lui parlait parfois de Jules, surtout au début. Elle disait « Jules a encore envoyé plus que prévu ce mois-ci ». Elle disait « Jules veut qu'on refasse la salle à manger ». Elle disait « Jules pense que je devrais finir mes études avant de chercher du travail ». Elle parlait de lui avec une légèreté qui ressemblait à du confort plutôt qu'à de l'amour. Comme on parle d'une assurance qu'on s'est acquise. Avec le temps, les choses changèrent. Ce changement ne se produisit pas du jour au lendemain. Ce n'est jamais le cas pour les choses importantes. C'est comme une eau qui monte lentement dans une pièce. Au début, tu ne la remarques pas. Puis un jour, tu regardes et tu as de l'eau jusqu'aux genoux et tu te demandes comment tu ne l'as pas vu venir. Inès avait obtenu son diplôme. Puis, elle avait trouvé du travail dans une entreprise de services financiers. Son salaire était correct. Son poste était respectable. Elle avait commencé à avoir sa propre vie sociale, ses propres sorties, ses propres références qui n'avaient rien à voir avec Jules. Et peu à peu, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, Jules était passé du statut de mari aimé à celui de fond de décor. Il était là, il envoyait, il appelait, et c'était bien. Mais il n'était plus vraiment présent dans ses pensées quotidiennes. Il faut être honnête là-dessus. Inès n'était pas devenue quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas aussi simple que ça. Elle était devenue quelqu'un qui avait perdu conscience. Conscience de la valeur de ce qu'elle recevait. Conscience de l'effort que ça représentait. Conscience de l'homme qui était derrière tout ça. À force de recevoir sans avoir à chercher, sans avoir à se battre, quelque chose en elle avait glissé sans qu'elle le remarque. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de l'oubli, et l'oubli parfois fait autant de dégâts que la trahison. Les appels devinrent plus courts. Inès répondait souvent en faisant autre chose en même temps, le téléphone calé entre l'oreille et l'épaule, les yeux sur autre chose. Quand Jules lui décrivait une difficulté au travail ou une fatigue accumulée, elle disait « ça va aller », avec cette intonation qu'on a quand on parle sans vraiment écouter. Elle ne posait plus vraiment de questions, elle ne cherchait plus à aller vers lui. Jules le sentait. Il avait trop d'intelligence émotionnelle pour ne pas le sentir. Mais il ne disait rien. Il observait. Il attendait. Il se demandait si c'était lui qui imaginait des choses ou si c'était réel. Un soir, alors qu'il rentrait dans son appartement londonien, sous une pluie froide, et que la nuit tombait à 4 heures de l'après-midi comme elle fait toujours en hiver là-bas, Jules s'assit dans son canapé et resta longtemps à fixer le plafond. Il pensa à tous ces mois, à toutes ces années, à tout ce qu'il avait construit de ses propres mains pour que cette femme vive bien. Il pensa à la dernière fois qu'Inès lui avait posé une question vraiment personnelle, quelque chose qui montrait qu'elle s'intéressait à lui en tant qu'être humain et pas en tant que pourvoyeur de ressources. Il chercha. Il ne trouva pas de réponse récente. Et il se posa cette question simple mais brutale. Si demain je n'avais plus rien, est-ce qu'elle serait encore là? Il ne trouva pas la réponse qu'il aurait voulu trouver. Alors il prit une décision. Il ne le fit pas dans la colère. Il ne le fit pas non plus dans un état de tristesse. Il le fit dans cette froideur lucide qu'ont les gens intelligents quand ils ont compris que les mots ne suffiront jamais à faire voir ce que les actes peuvent révéler. Il allait rentrer à Abidjan. Mais pas comme il était parti. Il allait rentrer comme quelqu'un qui a tout perdu. Il voulait voir ce qui restait de leur amour une fois que l'argent était retiré de l'équation. La veille de son départ, Jules alla dans un marché de seconde main et acheta une petite valise abîmée, le genre de valise qui a voyagé trop souvent et qui montre son âge.
Il la remplit de quelques vêtements ordinaires. Il laissa ses beaux costumes dans son appartement de Londres. Il prit son vol sans prévenir. Il atterrit à Abidjan par un mardi matin lumineux. La chaleur le frappa dès la sortie de l'aéroport comme une vieille connaissance. Il huma l'air, ce mélange d'essence et de poussière et de quelque chose de végétal qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et quelque chose en lui se dénoua légèrement malgré tout. Abidjan avait ce pouvoir sur lui. La ville le reconnaissait toujours, même quand il venait de loin. Il prit un taxi partagé plutôt qu'un service privé. Il traversa les quartiers avec sa petite valise posée sur ses genoux, regardant par la vitre ce flot de vie coloré et bruyant qui lui avait manqué sans qu'il se l'avoue vraiment. Des enfants qui couraient sur le bord de la route, des femmes avec des paniers sur la tête, des mobylettes qui slalomaient entre les voitures. La ville vivait et respirait comme toujours. Quand le taxi s'arrêta devant la maison, Jules resta assis encore une minute. Il regarda la façade. C'était une belle maison. Il l'avait choisie lui-même sur des photos envoyées par un agent immobilier. Il avait choisi la couleur des murs, la qualité des matériaux, la taille de la cour. Il avait payé chaque facture depuis des années. Et pourtant, en ce moment, il se sentait comme un étranger devant sa propre porte. Quelque chose dans cette pensée lui fit mal, brièvement, avant qu'il la referme. Il descendit du taxi, paya et sonna. Ce fut Léa qui ouvrit le portail. Elle avait un arrosoir à la main. Elle était en train de s'occuper des fleurs. En voyant Jules, elle s'arrêta une seconde, puis son visage s'éclaira d'un sourire simple et sincère. Elle le reconnut immédiatement, comme si elle avait regardé ses photos assez souvent pour le connaître de loin. « Monsieur Jules, dit-elle, vous êtes là ?»« Oui, dit-il, je suis rentré. » Il y avait quelque chose de doux dans la façon dont elle dit ces mots. « Vous êtes là ?» Pas « vous êtes enfin là » avec une note de reproche. Pas « ah, surprise » avec une exclamation forcée. Juste une constatation calme et bienveillante, comme si elle avait attendu son retour sans anxiété, mais avec une sorte de disponibilité tranquille. Cette façon d'accueillir quelqu'un sans en faire un théâtre, Jules la nota sans chercher à l'analyser. Elle lui ouvrit la porte de la maison. Il entra. Il posa sa petite valise usée dans l'entrée. Il regarda le salon. La grande photo du mariage était toujours là sur le mur. Les fleurs dans le vase sur la table basse étaient fraîches. La maison était propre, tenue avec soin. Jules sentit quelque chose se serrer dans sa gorge, mais il le maîtrisa. « Inès n'est pas là ?» demanda-t-il. « Elle est au bureau, » dit Léa. « Elle rentre vers 18h d'habitude. » Jules hocha la tête et s'assit dans le canapé. Léa ne disparut pas dans la cuisine comme une personne qui s'est restée mécaniquement à sa place. Elle posa son arrosoir, alla chercher un verre d'eau fraîche qu'elle lui apporta avec naturel, puis lui demanda simplement « Vous avez mangé ce matin ?» Il dit non. Elle dit « D'accord, je vais vous préparer quelque chose. » Et elle alla en cuisine sans faire de bruit, sans attendre de remerciements, sans faire de cette attention une faveur. Jules resta seul dans le salon. Il regarda les objets autour de lui, les bibelots qu'il avait payés, mais qu'il ne reconnaissait pas tous. Une vie dont il finançait chaque détail, mais dont il était absent. Il ferma les yeux un instant. Léa lui apporta un repas chaud une vingtaine de minutes plus tard, du riz et de la sauce tomate avec du poisson. Elle avait dressé le couvert proprement sur la table basse, avec une serviette pliée en triangle, comme dans un restaurant. Jules la regarda faire et ne sut pas quoi dire. Il mangea en silence. Inès rentra à 18h passées. Elle avait l'air fatiguée mais bien habillée, avec ses talons qui claquaient sur le carrelage de l'entrée. Elle vit Jules dans le salon et s'arrêta. « Jules !» Elle s'avança et l'embrassa. Un baiser sur la joue, puis un autre. Elle l'examina avec quelque chose de rapide dans les yeux. Il était là, avec sa petite valise usée posée près de la porte, en tenue ordinaire, avec cet air de quelqu'un qui a voyagé longtemps et pas confortablement. « Tu aurais pu me prévenir ?» dit-elle. « J'aurais pu préparer quelque chose de spécial. »« C'est pas grave, dit-il. Je voulais juste rentrer. » Ils s'assirent. Léa apporta du thé et disparut distraitement. Jules la regarda, lui parla avec la voix posée qu'il avait toujours. Il lui dit que les choses ne s'étaient pas bien passées à Londres ces derniers mois, que l'entreprise avait traversé une crise sérieuse, que lui avait fait des choix qui s'étaient révélés mauvais, des investissements dans lesquels il avait mis trop de confiance
des associés qui n'avaient pas été honnêtes avec lui. Il dit que ses parts avaient perdu une grande partie de leur valeur, qu'il avait essayé de redresser les choses, mais que le mal était fait, qu'il était rentré parce qu'il avait besoin de souffler, de réfléchir, de recommencer depuis le début peut-être. Il la regarda dans les yeux pendant tout ce discours. Il ne lui mentit pas surtout. Il lui dit juste la version des faits qui lui permettrait de voir ce qu'il avait besoin de voir. Inès l'écouta. Elle ne l'interrompit pas, mais Jules observa son visage avec l'attention silencieuse qu'il avait toujours eue, et il vit ce qu'il cherchait. Pas une réaction dramatique, pas de larmes ou de sursaut d'amour, juste ce changement presque imperceptible dans la qualité de son regard. Comme quand on retire un objet brillant de derrière une vitre et que la vitre reste là, propre mais vide. Elle dit « C'est grave ça, tu as réfléchi à ce que tu vas faire ?» Il dit qu'il ne savait pas encore, qu'il avait besoin de temps. Elle hocha la tête. Et après un silence, elle dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se reposer. Jules resta seul dans le salon. La nuit tombait sur la maison. Et dans ce silence-là, Jules avait sa réponse. Dans les jours qui suivirent, le changement fut progressif mais inévitable. Inès continuait à travailler, à vivre. Mais quelque chose s'était modifié dans la géographie émotionnelle de la maison. Elle rentrait tard, parfois sans prévenir. Le matin, elle buvait son café en regardant son téléphone et répondait aux questions de Jules avec cette distractibilité polie qu'on a pour les gens qu'on tolère, mais dont on n'attend plus rien. Elle ne lui demandait pas comment il allait. Elle ne lui demandait pas ce qu'il avait prévu de faire. Elle ne lui demandait pas s'il voulait qu'elle cuisine quelque chose qu'il aimait. Elle vivait à côté de lui, comme on vit à côté d'un meuble qu'on n'a pas encore décidé de déplacer. Un soir, Jules avait voulu lui parler. Il lui avait proposé qu'ils sortent dîner ensemble, juste deux, comme avant. Inès avait regardé son téléphone et dit qu'elle avait quelque chose de prévu avec des amis. Jules avait dit d'accord. La réponse était là, simple, nette. Léa, elle, ne changeait pas. Chaque matin, elle s'assurait que Jules avait de quoi manger avant qu'Inès ne parte. Quand Jules restait dans le salon à lire ou à réfléchir, Léa passait parfois dans la pièce avec un plateau, une tasse de café ou quelques fruits, et elle lui disait simplement « Voilà, monsieur Jules », sans chercher à engager de conversation, si elle voyait qu'il avait l'air ailleurs. Et quand il avait l'air présent, elle s'arrêtait et ils échangeaient quelques mots. Ce fut comme ça que les conversations commencèrent vraiment. Un soir, Jules était assis dans la cour, à l'heure où la chaleur commence à se retirer et où les grillons prennent la parole. Léa terminait de ranger la cuisine et passa par la cour avant de rentrer dans sa chambre. Elle vit Jules assis là, les yeux fixés sur rien de précis, et elle s'arrêta. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle. Il dit que ça viendrait plus tard. Elle s'assit sur un petit tabouret à quelques mètres de lui, pas trop près, avec cette décence naturelle qu'elle avait toujours. Et ils se mirent à parler. Ce fut d'abord des choses légères. Il lui demanda depuis combien de temps elle était à Abidjan. Elle dit 4 ans. Il lui demanda si elle aimait la ville. Elle dit qu'elle avait appris à l'aimer, mais que la première année avait été dure, qu'Abidjan est belle, mais qu'elle vous avale si vous n'avez pas de racines ici. Jules dit qu'il avait ressenti la même chose à Londres, que les premières années, la ville lui avait semblé indifférente, comme une machine qui tourne sans vous voir. Léa dit « Mais après, elle vous voit, non ?» Jules la regarda. « Oui, dit-il, après elle vous voit. » Ces petites conversations du soir devinrent une habitude. Léa parlait de son village, des mangues qu'on cueillait directement sur les arbres et qui n'avaient rien à voir avec celles du marché. Des nuits de pleine lune où les enfants jouaient dehors jusqu'à des heures impossibles, pendant que les adultes racontaient des histoires sous les étoiles. Jules écoutait avec une attention qui ne lui coûtait rien, parce qu'elle lui donnait quelque chose. Elle lui donnait cette chose rare qu'est la présence d'une autre personne qui parle avec sincérité, sans masque, sans calcul. Et Jules aussi parlait. Il parla de son père. Il parla de cette phrase que son père lui avait dite une fois sur la dignité. Il parla de Londres, pas du prestige de la ville, mais de ce qu'il était vraiment là-bas. Un homme seul dans un appartement avec des dossiers sur la table et la pluie contre la fenêtre. Un homme qui envoyait de l'argent chaque mois comme une promesse qu'il se tenait à lui-même. Léa l'écoutait, vraiment. Ses yeux ne partaient jamais ailleurs pendant qu'il parlait. Et quelque chose en elle comprenait ce qu'il ne disait pas complètement. Un soir où Jules avait l'air particulièrement silencieux,
Léa lui avait préparé un foutou et de la sauce graine. Elle l'avait posé devant lui sans cérémonie, simplement. Jules l'avait regardé. « Vous vous souvenez que j'ai mentionné ça il y a longtemps ?» dit-il. Elle dit « Oui, vous avez dit que c'était le repas de votre mère. » Jules ne dit rien pendant plusieurs secondes. Il commença à manger et la sauce avait exactement le goût de ce qu'il essayait de retrouver depuis des années, sans se l'avouer vraiment. Il dit « merci » et sa voix était différente quand il dit ce mot-là. Pas le merci de politesse, le merci de quelqu'un qui a été touché. Pendant ce temps, Inès continuait de s'éloigner sans le savoir vraiment. Elle passait des soirées entières à l'extérieur. Elle rentrait parfois avec l'odeur du restaurant et la légèreté de quelqu'un qui a passé une bonne soirée et qui n'a pas pensé à partager ça avec son mari. Jules ne lui reprochait rien, il notait. Un soir, Léa avait entendu Inès parler au téléphone dans sa chambre. La porte était entrouverte. Léa ne voulait pas écouter, mais les mots étaient clairs. Inès disait à quelqu'un que la situation était compliquée, que Jules n'était plus ce qu'il était, qu'elle ne savait pas combien de temps elle allait tenir. Léa s'éloigna immédiatement et ne répéta jamais ce qu'elle avait entendu. Mais elle resta avec ça dans la tête pendant plusieurs jours, et elle s'interrogea sur ce que cette femme cherchait vraiment dans la vie. Elle ne changea pas sa façon d'être avec Jules pour autant. Elle continua de faire ce qu'elle avait toujours fait, s'occuper de lui avec cette simplicité honnête qui était la sienne. Non pas parce qu'elle calculait quelque chose, mais parce que c'était sa nature. Elle ne savait pas faire autrement que d'être présente pour les gens. 3 semaines après le retour de Jules, Inès rentra un soir avec cette expression particulière que Jules connaissait chez les gens qui ont décidé quelque chose et qui n'ont plus que l'acte à poser. Elle trouva Jules dans le salon et s'assit en face de lui avec la rigidité de quelqu'un qui a répété un discours dans sa tête de nombreuses fois. Elle lui dit qu'elle avait réfléchi, qu'ils étaient 2 personnes différentes maintenant, que leur vie commune n'avait plus beaucoup de sens, que la distance avait créé un gouffre entre eux. Elle dit tout ça d'une voix égale et posée, comme quelqu'un qui récite une résolution prise depuis longtemps. Elle dit qu'elle voulait le divorce. Jules la regarda. Ce regard-là dura longtemps. Dans ce regard, il y avait tellement de choses qui se superposaient. Il y avait la tristesse de confirmer ce qu'il savait déjà. Il y avait aussi une espèce de soulagement étrange, le soulagement de quelqu'un qui n'a plus à se demander. Il y avait la douleur sèche d'un amour qu'on enterre sans cri, sans larmes, dans la froideur tranquille de quelqu'un qui a calculé. Et quelque part, au fond, il y avait cette dignité tranquille qui ne l'avait jamais quitté. « D'accord, » dit Jules, « juste d'accord, sans supplication, sans question, sans larmes. » Inès avait l'air presque déstabilisée par ce calme. Elle s'était peut-être attendue à autre chose, à ce qu'il plaide sa cause, à ce qu'il fasse valoir tout ce qu'il avait fait pour elle. Mais Jules ne faisait pas ça. Il n'avait jamais utilisé ses sacrifices comme monnaie d'échange. Ce n'était pas sa façon d'aimer. Les semaines qui suivirent furent administratives et froides. Des papiers à signer, des procédures à suivre. Jules géra tout avec la même méthode qu'il mettait dans ses affaires professionnelles. Précis, organisé, sans excès émotionnel apparent. Il ne contesta rien. Il ne réclama rien au-delà de ce qui était juste. Inès reprenait sa liberté et Jules la lui donnait avec cette largesse silencieuse qui était sa marque. Ce que Jules ne dit pas pendant toutes ces semaines, ce que personne dans cette maison ne savait encore, c'est que la réalité de Jules était radicalement différente de ce qu'il avait présenté. Jules n'avait pas perdu ses investissements. Ses parts dans l'entreprise de Londres avaient continué de croître. En quelques années, leur valeur avait plus que doublé. Jules était, au moment où il rentrait avec sa petite valise usée, l'un des hommes les plus prospères de l'entreprise, l'actionnaire majoritaire, celui dont les décisions orientaient les grandes directions stratégiques, celui que les cadres appelaient en premier quand il fallait choisir, celui dont la signature sur un document avait le poids d'une certitude. Il avait joué son rôle avec une précision d'horloger, et l'horloger avait vu ce qu'il voulait voir. Le divorce fut prononcé. Jules et Inès n'étaient plus liés. 1 semaine après la date officielle, Jules reçut un appel de son équipe à Londres. L'entreprise organisait une grande réunion stratégique à Abidjan. Un rassemblement des cadres principaux et des partenaires locaux pour planifier une expansion importante sur le marché ivoirien. La séance d'ouverture devait être présidée par l'actionnaire majoritaire. Jules dit qu'il serait là.
Le matin de la réunion, Jules prit sa douche, s'habilla. Un costume gris anthracite qu'il avait dans son armoire depuis son arrivée. Il n'était pas extravagant, mais il était parfait. Il retrouva quelque chose dans son regard quand il se vit dans le miroir. Quelque chose qu'il avait mis de côté le temps du test et qu'il reprenait maintenant naturellement. Cet équilibre entre qui il était vraiment et ce qu'il avait construit. Léa le vit partir depuis la cour. Elle essuya ses mains sur son tablier et lui souhaita bonne journée. Jules la regarda une seconde avant de franchir le portail, avec quelque chose de différent dans les yeux qu'elle ne sut pas immédiatement déchiffrer. La réunion se tenait dans l'un des grands hôtels du plateau. La salle de conférence était grande, avec une longue table centrale, des projections sur grand écran et une cinquantaine de personnes qui représentaient une partie importante du monde économique et financier local. Des cadres venus d'Abidjan, de Lagos, de Paris, de Londres. Inès était là. Elle représentait sa structure dans cette réunion en tant que responsable des partenariats. Elle était impeccable dans son tailleur bleu marine. Elle salua des collègues, échangea des cartes, répondit à des sourires avec l'aisance professionnelle qu'elle avait développée ces dernières années. Elle parcourait la salle des yeux avec cette familiarité tranquille de quelqu'un qui maîtrise son environnement. Elle ne savait pas du tout ce qui l'attendait. Le présentateur prit le micro et introduisit les différentes parties prenantes. Il arriva au moment de présenter l'actionnaire majoritaire du groupe. Il dit le nom. Jules. Inès sentit quelque chose se décrocher en elle. Jules entra dans la salle. Démarche tranquille. Regard direct. Le même homme qu'elle connaissait depuis des années, mais dans un contexte si radicalement différent de ce qu'elle avait imaginé que pendant quelques secondes, elle crut avoir mal entendu. Puis elle vit les cadres se lever légèrement pour le saluer. Elle vit la façon dont on lui tendit le micro. Elle vit la place centrale qu'il occupait à cette table, la place d'évidence de quelqu'un qui est ici chez lui. Jules prit la parole. Il parla avec cette clarté tranquille qu'il avait toujours eue, en donnant les orientations de la réunion, en citant des chiffres précis, en posant des questions qui montraient une maîtrise totale du sujet. Les gens prenaient des notes, les gens acquiesçaient. Les gens l'écoutaient avec cette attention concentrée qu'on réserve aux personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent. Inès essaya de se concentrer sur sa propre raison d'être là. Elle essaya de respirer normalement. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette petite valise usée dans l'entrée de la maison. À l'expression de Jules, assis dans le salon le soir de son retour. À cette voix calme qui lui disait « J'ai perdu presque tout ». À la façon dont elle avait progressivement cessé de lui parler, de s'intéresser à lui, de le regarder vraiment. À la façon dont elle avait demandé le divorce à un homme qui n'avait rien perdu du tout. À la pause, Inès s'approcha de Jules. La salle s'était un peu dispersée. Ils se retrouvèrent dans un coin, relativement seuls. Jules se retourna vers elle. Son expression était neutre, ni froide ni chaleureuse, juste présente. « Jules », dit-elle. Sa voix était petite. Quelque chose en elle s'était effondré silencieusement. Il attendit. Elle dit « Je ne savais pas, je ne savais vraiment pas ». Jules la regarda longuement, puis il lui dit quelque chose avec une simplicité qui eut plus de force que n'importe quelle accusation. Il dit « Tu m'as juste montré ton vrai visage. Je ne te reproche rien pour ça. » Inès sentit ses jambes fléchir. Quelque chose en elle cassa net à ce moment-là. Pas seulement à cause de la honte de s'être trompée sur lui, mais à cause de la honte de s'être trahie elle-même. Elle n'avait jamais voulu être cette personne-là. Elle ne se reconnaissait pas dans ce qu'elle avait fait. Mais la vérité ne demande pas la permission avant de se montrer. Elle plia les genoux, pas métaphoriquement. Elle s'accroupit presque devant lui, les yeux humides, les mains serrées, dans une posture qui disait tout ce que les mots n'arrivaient plus à formuler. Elle lui demanda pardon. Elle dit qu'elle avait eu tort, qu'elle avait été aveugle et ingrate, qu'elle voulait juste qu'il sache qu'elle était sincèrement désolée. Jules l'aida à se relever, doucement, sans cruauté. Il avait toujours été comme ça. Même quand il avait toutes les raisons d'être dur, il restait humain. Il lui dit « Je te pardonne sincèrement, mais certaines choses ne se réparent pas. Ce n'est pas une punition, c'est juste la réalité. Vis bien. » Inès repartit ce jour-là avec quelque chose de brisé dans le regard. Une image d'elle-même qu'elle avait crue solide et qui s'était révélée faite de sable.
Elle allait passer beaucoup de temps à reconstruire, non pas sa vie matérielle, mais cette chose plus difficile encore qu'est l'estime de soi quand on sait qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu être. Ce soir-là, Jules rentra à la maison dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. La cour sentait les fleurs fraîchement arrosées. Léa était dans la cuisine. Elle entendit le portail et sortit sur le seuil. Elle le regarda arriver. Elle vit quelque chose sur son visage qu'elle ne sut pas nommer immédiatement, mais qui lui sembla être de la paix. Une paix vraie, pas celle qu'on affiche pour rassurer les autres, mais celle qu'on porte à l'intérieur quand on a fait ce qu'il fallait faire et qu'on peut enfin regarder devant soi. « Ça s'est bien passé ?» dit-elle. « Ça s'est passé, dit-il. » Elle sourit légèrement et retourna dans la cuisine. Jules la suivit. Il s'assit sur le banc près de la fenêtre et la regarda préparer le dîner. Elle était efficace, douce dans ses gestes, avec cette façon qu'elle avait de traiter les choses avec attention sans en faire une performance. Elle coupait les légumes avec précision. Elle goûtait la sauce avec réflexion. Elle n'avait pas besoin d'être regardée pour faire bien les choses. Elle les faisait bien parce que c'était sa façon d'être au monde. Jules réalisa ce soir-là, assis sur ce tabouret en bois, qu'il était en présence de quelqu'un de fondamentalement bon. Pas bon de façon naïve ou superficielle, bon de façon réelle et structurelle, comme si la bonté était le matériau de base avec lequel cette personne avait été construite. Dans les semaines qui suivirent, Jules fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il prit le temps de vraiment connaître quelqu'un. Il lui apporta des livres. Elle les lisait et le lendemain matin, autour du thé, elle lui en parlait avec ses propres mots à elle, pas avec les mots du résumé ou de la 4e de couverture, mais avec sa lecture personnelle et directe. Elle avait une façon de saisir l'essence des choses, sans se perdre dans les détails, qui lui rappelait les gens vraiment intelligents, ceux dont l'intelligence ne fait pas de bruit. Il lui posait des questions sur ses rêves. Elle répondait avec une honnêteté désarmante. Elle disait « J'aimerais reprendre l'école. Pas pour les diplômes, pour savoir plus, pour comprendre le monde mieux qu'avant. » Il dit « C'est la meilleure raison qui soit. » Un soir, Jules lui dit qu'il l'admirait. Elle le regarda comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu, comme quelqu'un qui n'est pas habitué à être regardé ainsi. Il lui dit « Tu as pris soin d'un étranger sans rien attendre en retour. Dans une maison où tout le monde avait les yeux tournés vers ce que l'argent pouvait apporter, tu as regardé l'homme. C'est une chose rare et précieuse, Léa. » Elle garda le silence un moment. Un vent léger passait dans la cour et faisait légèrement bouger les feuilles des plantes qu'elle avait plantées et entretenues elle-même depuis des années. Puis elle dit doucement « Vous n'étiez pas un étranger pour moi. Vous étiez quelqu'un qui méritait d'être vu. » Jules entendit cette phrase et quelque chose en lui s'ouvrit complètement. Il ne se précipita pas. Il ne brusqua rien. Il lui laissa le temps de comprendre ce qu'il ressentait. Il lui laissa aussi l'espace de décider librement ce qu'elle en faisait. Parce que Jules avait appris à ses dépens que le respect véritable, c'est aussi de ne pas présupposer que vos sentiments créent une obligation chez l'autre. Léa, qui n'avait jamais calculé dans sa vie, qui n'avait jamais posé un acte en pensant à ce qu'il lui rapporterait, découvrit avec une surprise douce qu'elle portait pour cet homme quelque chose de plus grand que du respect. Quelque chose qui ressemblait à de la tendresse et puis, progressivement, à de l'amour. Elle ne sut pas vraiment à quel moment ce passage avait eu lieu. C'était comme une plante qui pousse. On ne voit pas les millimètres quotidiens, mais un matin on se réveille et la plante est grande. Un dimanche matin, Jules lui demanda en mariage. Ce n'était pas dans un restaurant. Ce n'était pas avec une bague dans une coupe ou des pétales de rose sur le sol. C'était dans la cour de la maison, avec les fleurs qui brillaient dans la lumière du matin et 2 tasses de café posées sur la petite table en bois. Jules dit qu'il avait passé des années à construire des choses et que la chose la plus importante qu'il avait apprise dans tout ça, c'est que rien de ce qu'on bâtit ne vaut quelque chose si on le bâtit pour les mauvaises raisons, avec les mauvaises personnes. Il dit qu'il voulait, pour le reste de sa vie, être à côté de quelqu'un qui sait regarder les gens au-delà de ce qu'ils représentent. Il dit qu'il avait trouvé cette personne. Léa le regarda avec ses yeux calmes qu'elle avait. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta un moment à le regarder, comme si elle voulait être certaine que c'était réel. Puis ses yeux brillèrent et elle sourit. Ce sourire rare qui venait du plus profond d'elle-même. Ce sourire qu'on ne voit chez les gens que dans les moments qui comptent vraiment. Elle dit oui.
Ils se marièrent quelques mois plus tard. Pas une grande cérémonie de prestige pour alimenter les commérages. Un moment vrai, avec les personnes qui comptaient, celles qui les connaissaient pour ce qu'ils étaient et pas pour ce qu'ils valaient en chiffres. Il y avait de la musique, des plats faits avec amour, et cette joie tranquille et profonde qu'on ne trouve que dans les fêtes où les gens sont vraiment heureux d'être là, plutôt que d'être vus là. Jules et Léa construisirent leur vie ensemble avec la même patience tranquille avec laquelle Jules avait toujours construit les choses. Il continua de diriger son entreprise avec rigueur et vision. Elle reprit les études du soir, comme elle en avait rêvé, et s'y consacra avec cette ténacité douce qu'elle avait en toutes choses. Elle développa aussi un petit projet artisanal qui lui tenait à cœur depuis des années, quelque chose autour de l'alimentation locale et des saveurs de son village. Jules la soutint avec une fierté tranquille, comme quelqu'un qui sait qu'il a trouvé quelqu'un de bien et qui n'a pas besoin de le crier sur les toits pour le savoir. Ils traversèrent des difficultés comme tout le monde, des moments de fatigue, de questionnement, de tension. Mais ils les traversèrent ensemble, avec honnêteté, sans jamais utiliser l'un contre l'autre ce que l'autre lui avait confié dans un moment de vulnérabilité. C'est ça, un amour vrai. Pas l'absence de difficultés, la façon dont on les traverse quand elles arrivent. Ils vécurent heureux. Pas d'une façon de conte de fées où tout est brillant et sans ombre, mais d'une façon réelle, fondée sur quelque chose de solide que ni l'argent, ni son absence ne pouvaient défaire. Et cette façon-là dure plus longtemps que n'importe quelle autre. Quant à Inès, la vie continua pour elle aussi. Elle continua de travailler. Elle avança dans sa carrière. Mais quelque chose en elle avait changé définitivement depuis ce jour dans la salle de conférence. Elle avait commencé à regarder les gens différemment, à poser des questions qu'elle ne posait pas avant, à s'interroger sur ses propres motivations, sur ce qu'elle cherchait vraiment dans ses relations, sur quelle sorte de femme elle voulait être. Ce n'était pas une transformation instantanée, c'est rarement le cas. Mais la graine était là, plantée par une vérité qu'elle n'avait pas eu le choix de regarder en face. Parfois, les leçons les plus importantes de la vie ne viennent pas d'un professeur ou d'un livre. Elles viennent d'un moment où la réalité vous regarde dans les yeux et vous dit « Voilà qui vous étiez. Ce que vous faites de ce moment-là, c'est votre choix. » Maintenant, laissez-moi vous parler de cette histoire comme si on était assis ensemble, vous et moi, et que je vous disais ce que j'ai vraiment pensé. Ce que j'aime profondément dans cette histoire, c'est qu'elle ne parle pas uniquement de trahison ou de test ou de vengeance. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus universel. Elle parle de la façon dont on regarde les autres. Jules a tout donné à Inès, pas seulement de l'argent. Il lui a donné son temps, ses nuits, ses efforts, ses sacrifices silencieux de l'autre côté de l'océan. Il a maintenu le foyer debout pendant des années, sans jamais réclamer de reconnaissance, sans jamais utiliser tout ça comme argument dans une dispute. Et Inès, sans être quelqu'un de fondamentalement mauvais, a fait quelque chose que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Elle a commencé à confondre la personne avec ce qu'elle apporte. Elle a vu Jules à travers le prisme de ce qu'il représentait matériellement. Et le jour où ce prisme a semblé se briser, il n'y avait plus grand-chose derrière. Ce n'est pas une tragédie exceptionnelle, c'est une tragédie ordinaire. Et c'est pour ça qu'elle fait si mal. On a tous dans notre entourage des gens qui ne réalisent la valeur de quelqu'un que le jour où ils pensent avoir perdu cet accès. Des gens pour qui votre présence est conditionnelle à votre utilité. Et on a peut-être aussi tous été, à un moment ou à un autre, dans la position d'Inès. Pas nécessairement avec autant d'évidence, mais il y a peut-être une personne dans votre vie que vous avez regardée de loin parce que vous la saviez là, acquise, disponible, et vous n'avez pas pris le temps de vraiment la voir. Cette histoire nous invite à nous poser cette question-là. Aujourd'hui, pas plus tard. Ce que Jules a fait, ce test, certains d'entre vous vont peut-être trouver ça extrême. Et je comprends cette position. Mais je pense que Jules n'avait plus de choix vraiment. Quand tu as l'impression que quelque chose cloche depuis longtemps, quand les signes s'accumulent et que les mots ne changent rien, parfois il faut créer les conditions pour que la vérité se révèle d'elle-même. Jules ne voulait pas piéger Inès, il voulait savoir. Et la réponse qu'il a obtenue, même si elle était douloureuse, lui a permis d'avancer avec une clarté qu'aucune conversation n'aurait pu lui donner. Et c'est là que Léa entre dans toute sa force. Léa, ce personnage qu'on aurait pu regarder de travers,
Cette servante en apparence secondaire dans le décor, c'est elle, la vraie héroïne de cette histoire. Non pas parce qu'elle a gagné, non pas parce qu'elle a eu Jules à la fin, mais parce qu'elle a été fidèle à quelque chose en elle que l'argent, le statut et la comparaison n'ont jamais altéré. Elle a vu un être humain. Elle a répondu à cet être humain, simplement, sans calcul, sans attente. C'est ça, la vraie noblesse. Pas celle des vêtements ou des maisons ou des comptes en banque. La noblesse de quelqu'un qui sait être présent pour une autre personne sans rien demander en retour. Léa ne savait pas qui Jules était vraiment. Elle n'avait aucune raison de se douter de ce qu'il cachait. Elle a agi comme elle l'a fait parce que c'est ce qu'elle était, tout simplement. Cette histoire nous rappelle aussi que les épreuves révèlent les gens. Quand tout va bien, quand les ressources sont là, n'importe qui peut paraître aimant et dévoué. Mais enlever le confort, enlever le prestige, enlever ce que la personne apporte matériellement. Et regardez ce qui reste. Ce qui reste, c'est la vérité. Jules a eu le courage de regarder cette vérité-là. Et au bout de cette vérité, il a trouvé quelque chose de bien plus précieux que ce qu'il avait perdu. La dernière chose que je veux vous dire, c'est ceci. Ne sous-estimez jamais les gens qui font les choses en silence autour de vous. Ceux qui arrivent tôt et qui restent tard. Ceux qui donnent sans en faire un spectacle. Ceux qui prennent soin des autres simplement parce que c'est bien de le faire, pas parce qu'ils attendent quelque chose. Ces gens-là portent souvent le monde sur leurs épaules discrètes et on s'en rend compte seulement quand ils ne sont plus là ou quand c'est trop tard. Jules a compris ça. Inès l'a compris le jour où la réalité n'a plus laissé d'autre choix que de la comprendre. Et vous, j'espère que vous le comprenez avant ce jour-là. Maintenant, je veux vous entendre. Cette histoire vous a touché? Vous pensez que Jules a bien fait de faire ce test ou il est allé trop loin? Est-ce qu'Inès méritait une deuxième chance? Et Léa, est-ce que vous aviez vu sa fin venir dès le début? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis vraiment chaque message et ces échanges avec vous sont ce que je préfère dans ce travail. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Chaque histoire que je prépare est pensée pour vous toucher au fond. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.